suis avec Bonaventure qui va aller parler essentiellement des migrations subsahariennes noires, mais que le terme de noir, je pense, c'est aussi à débattre, très problématique. Moi, je vais plutôt vous parler de migration congolaise à partir des recherches que j'ai menées, donc une approche plutôt micro-sociologique, et en considérant que les narrations que font les personnes qui vivent ces discriminations valent comme d'un point de vue de la pertinence sociologique analytique, même s'il n'y a pas des chiffres pour venir donner la légitimité de la réalité empirique. Donc voilà, mon propos se fera en 3 points, avec une petite présentation de cette présence ici, même si on a eu pas mal de données ce matin au regard de l'histoire coloniale. Puis s'intéresser au fait que la Belgique est un espace parmi tant d'autres de destination des migrations congolaises. Et ensuite réfléchir à la pertinence du terme de discrimination raciale pour comprendre finalement les dynamiques postcoloniales qui ont lieu aujourd'hui en Belgique. Donc, comme on l'a vu ce matin, la présence congolaise en Belgique, elle est tardive comparativement aux autres empires coloniaux. Et elle n'a pas été voulue, à la fois parce que le Congo était une colonie d'exploitation, donc on avait besoin de la main-d'œuvre sur place, quitte à organiser des déplacements au sein même de l'empire colonial, au sein du Congo ou du Rwanda vers le Congo. Et aussi parce qu'il y avait une ségrégation territoriale et sociale forte, qui s'est aussi exprimée non pas seulement à l'échelle du Congo, mais aussi entre le Congo et la métropole. Éviter les mélanges. Et donc toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en fait de ces logiques coloniales-là. Donc à partir de la fin des années 50-58, avec l'exposition universelle, là il y a une présence un peu collective qui commence à être observée jusque fin des années 80, début des années 90, où les Congolais sont présents d'un point de vue collectif, mais ils ne répondent pas aux catégories d'immigration telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc ce sont des étudiants, des diplomates, des fonctionnaires parastataux, des touristes, aussi des commerçants, une population globalement fortunée qui circule beaucoup, même si les étudiants commencent à avoir des suppressions de leurs bourses fin des années 70 et puis une réelle suppression au début des années 80. Donc il y a des formes de précarisation qui peuvent être repérables dans le courant plutôt deuxième moitié des années 80, mais c'est surtout au début des années 90 qu'on se rend compte que tiens, les Congolais finalement commencent à devenir entre guillemets des immigrés, et qui d'ailleurs, on pourrait même presque parler de complicité postcoloniale, dans le sens où ni les Belges ni les Congolais ne veulent entendre parler de ce nouveau statut, et ce qui joue d'une certaine manière dans la prise en compte tardive de cette migration dans le champ académique, en fait. Donc les premières recherches sont menées par des étudiants congolais et par Bonaventure Camille. Peu de ces étudiants en fait, ont fait carrière dans l'espace académique, ce qui peut aussi expliquer le fait que ce champ soit relativement marginal. Depuis le début des années 2000, je dirais que les recherches se multiplient, donc on commence un peu à en savoir un peu plus sur le champ religieux, un peu le milieu associatif, un peu les jeunes, mais ça reste très fragmenté, surtout pour avoir une vision d'ensemble qui permet justement d'identifier où sont les frontières raciales, où sont les frontières coloniales, s'il y en a, dans la société belge aujourd'hui. Et globalement, quand on regarde un peu au niveau des institutions, même au niveau de l'espace politique, on se rend compte qu'en fait c'est une population qui est très mal connue, qui fait l'objet par contre de pas mal de stéréotypes, y compris dans l'espace académique, où je pense que c'est une des seules populations où n'importe qui peut avoir sa vérité à dire sur les Congolais, même à l'université, sans avoir fait de recherche, et où on est vraiment dans des stéréotypes de la rue, quoi. Donc ça, c'est aussi quand même significatif. Et donc voilà, la question que je me pose un peu, c'est, puisque la colonisation belge a fonctionné sur le mode d'un apartheid, avec des frontières raciales, sociales, territoriales très fortes, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et comment on peut essayer de les appréhender, et en partant aussi d'une hypothèse, je dis voilà, une hypothèse diasporique, mais quelque chose qui est très fort dans les milieux congolais, c'est que finalement, à la fois, on ne peut pas entendre parler de l'histoire coloniale, donc de l'apport du Congo et des Congolais à la Belgique, et qu'il y a un lien de miroir, en fait, avec la non-ascension, la non-mobilité sociale des Congolais dans l'ancienne métropole. Il y a aussi la question des dynamiques intracoloniales, c'est-à-dire, est-ce que réellement, comme on peut l'entendre, il y aurait une politique préférentielle vis-à-vis des Rwandais par rapport aux Congolais, en termes de politique migratoire, à d'autres niveaux en
Belgique, mais voilà, ça je l'apprendrai pas aujourd'hui, mais c'est quand même bien de l'avoir à l'esprit, dans le sens où voilà, les Noirs, les Subsahariens, c'est pas non plus une catégorie homogène, de toute façon on parle de plus de 45 nationalités. Donc les Congolais, j'en parle aussi parce que voilà, c'est la population majoritaire dans le champ de l'immigration subsaharienne et la plus ancienne en Belgique. Donc aujourd'hui, on peut parler de 3 générations de Congolais, mais ce n'est pas 3 générations, je dirais, qui se suivent. C'est-à-dire qu'il y a les aînés qui sont arrivés dans les années 60-70, qui étaient dans pas mal de mobilité. Certains sont repartis, sont revenus, souvent pour des questions de santé. Mais en termes de migration, on ne parle que 2 générations, même si ce sont justement 3 générations. Donc les démographes parlent d'environ 55 000 personnes en comptant ceux qui ont la nationalité belge, congolaise et ceux qui sont en situation d'irrégularité. Et je pense que si on prend en compte les migrations entre le Congo et l'Angola, et le fait qu'un certain nombre de Congolais ont la nationalité angolaise, tout en étant socialisés au Congo et en grandi parlant lingala, très probablement le portugais, on devra arriver quand même à peut-être 60 000 personnes, si c'est un peu plus. Donc en termes de paysage diasporique, on peut dire, c'est aussi un peu toute la difficulté d'en parler de manière globale et homogène, c'est qu'on a une grande diversité sociale, donc que ce soit dans le champ associatif, au niveau politique, au niveau religieux, donc avec différents modes d'appartenance des personnes, différents aussi niveaux d'instruction, d'origine sociale, qui font que, voilà, là aussi, quand on entend parfois les Congolais sont comme ça, ça pose toujours problème, y compris pour venir en parler d'un point de vue global, comme je vais le faire aujourd'hui. Par contre, ce qui ressort, et ce qui a été énoncé ce matin, c'est que c'est une minorité qui se distingue, à la fois par l'important niveau de qualification des personnes, même s'il y a des nuances à apporter aux femmes, et notamment en fonction des périodes auxquelles les personnes ont migré, par rapport justement à l'état du système scolaire dont parlait Antoine ce matin au Congo, et en même temps, c'est la population qui est la plus touchée par le chômage en Belgique. Donc effectivement, on peut se demander, comme on disait ce matin, peut-être qu'il n'y a pas finalement de discrimination, c'est plus ce que les gens ressentent, et puis voilà, tout. On pourrait même aller jusqu'à remettre en cause la validité de ces diplômes, comme on l'entend aujourd'hui en Belgique, y compris dans l'espace universitaire, finalement, puisque les Congolais ne voulaient pas s'installer en Belgique, ils allaient rentrer, on leur donnait les diplômes. Hein, c'est aussi un peu peut-être une repentance coloniale, on leur donne les diplômes, ils rentrent chez eux, puis maintenant qu'ils sont là, voilà, on ne sait pas trop quoi faire avec. Mais on peut aussi remettre en cause la qualité de ces diplômes-là. Donc voilà, ça c'est quand même une grande donnée, je dirais, qui est très significative pour comprendre des dynamiques migratoires et pour comprendre des choses que je vais aborder un peu plus loin, y compris pour comprendre des trajectoires scolaires de jeunes qui voient leurs parents qui ont accumulé des diplômes, parfois justement un peu dans cette idée de cette revanche par rapport à l'histoire coloniale, peut-être un complexe d'évoluer aussi, on peut dire. Parfois aussi pour pas tomber sans papier. Mais voilà, les jeunes qui voient les adultes, les aînés qui sont extrêmement qualifiés, qui n'ont pas de boulot, qui sont extrêmement déqualifiés, quel modèle ils ont, quelle motivation ils ont. Donc ça, voilà, c'est aussi important à prendre en compte. Peut-être pour la question des jeunes dont on parlera plus loin. Et aussi le fait que aujourd'hui, on assiste avec les transnationalismes, je reviendrai un petit peu sur la disparition spatiale des migrations congolaises, mais les familles qui sont complètement internationalisées. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que les gens circulent, même si d'un point de vue socio-économique, ils feraient plutôt partie des défavorisés, mais il y a une circulation qui rentre peut-être dans la catégorie du tourisme, qui offre, en tout cas, pour ce qui nous intéresse ici, des éléments de comparaison sur la situation des Congolais ailleurs en Europe ou ailleurs dans l'espace international. Donc cette dispersion spatiale des migrations congolaises, on l'a vu récemment, par exemple, avec les dernières élections congolaises et les mouvements de manifestation des combattants, où on a pu voir que les Congolais sont sur les 5 continents aujourd'hui et que l'Europe n'est pas nécessairement, en tout cas n'est plus une destination privilégiée, mais a fortiori la Belgique. Et que par ailleurs, à partir des années 90, pour plusieurs raisons, à la fois des questions qui tenaient au cadre juridique, mais aussi aux conditions socio-économiques, les Congolais qui ont vécu en Europe, tout particulièrement en France et en Belgique, ont commencé à partir pour d'autres destinations. Donc cette réorientation du flux migratoire, elle est assez présente quand on va au Canada,
sur un échantillon de 200-300 personnes que j'ai pu rencontrer au cours des dernières années, il y a bien la moitié qui a transité par l'Europe, essentiellement la France et la Belgique. En Belgique, il s'est trouvé, sans faire de généralisation, que les personnes rencontrées avaient souvent vécu plusieurs années et étaient parties sans papier. Donc ça aussi conforte des choses qu'on entend dans la diaspora, c'est ce temps d'attente extrêmement long en Belgique pour avoir des papiers, qui n'est pas du tout quantifiable, on n'a pas donné par rapport à ça. Et donc du coup, la Belgique, en fait, semble devenir un espace de transit pour les Congolais. Donc ça, c'est à nouveau, c'est pas chiffrable, mais c'est quand même assez perceptible en termes de dynamique migratoire. Elle a clairement perdu sa position de centralité, même si ça reste un lieu historique, voire même de prestige, lié à une élite qui était là jusque dans les années 60, 70, 80, liée à Matongé, étrangement, que beaucoup d'autres fragments diasporiques en fait en vie. Même si, voilà, ça c'est des données en fait que j'aime qui ne sont pas chiffrées mais qui sont très présentes dans les entretiens, vraiment en termes de dynamique et de courant. C'est à la fois le fait que l'élite ne vient plus, mais ça c'est même à l'échelle des migrations africaines, l'élite ne vient plus trop se former en Europe, à la faveur de l'Amérique du Nord, mais pas uniquement, d'autres pays aussi, l'Asie, l'Australie. Et c'est quand même assez présent ici en Belgique, et donc ça veut dire aussi un autre type de migration, de présence congolaise qui peut alimenter certains stéréotypes, certaines situations de conflit social. Et à la fois, ce qui singularise la migration congolaise, c'est un désir de retour qui est très fort, qu'on n'observe pas nécessairement dans les autres migrations, donc des premières générations, mais aussi des secondes générations. Et ça, c'est quand même assez inédit. Et par ailleurs, en termes de dynamique de retour, parce qu'elles ont lieu, ces dynamiques de retour, même si c'est plus de l'entre-deux, la circulation, moi, il m'a semblé qu'entre les Congolais qui sont en Belgique et ceux qui sont au Canada, par exemple, le désir de retour est aussi fort. Ici, les gens sont pris à la gorge, en fait. C'est-à-dire, c'est des trajectoires un peu assez violentes d'un point de vue social, et où, finalement, il faut vraiment réenvisager une migration vis-à-vis du pays d'origine. Parce que voilà, c'est un peu la seule alternative qu'il y a, ce qui ne s'exprimera pas forcément de la même manière au Canada, où on a une diaspora beaucoup plus assise, d'un point de vue socio-économique, et du coup, c'est pas une question de survie, en fait, de rentrer pour